Merci beaucoup pour l'invitation et pour cet honneur extraordinaire pour moi de parler ici. Où la dernière fois que j'ai mis les pieds au Collège de France, c'était pour les séminaires de Georges Duby. Alors, ça ne date pas exactement d'hier. Donc, je vais vous parler d'un travail en cours que j'ai commencé l'année dernière. Donc, je suis très loin d'en avoir épuisé tout l'intérêt. Et je commencerai par avouer que dans ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, j'ai commis une erreur très grave, qui est que je ne parlerai pas d'Ambroise de Milan. Cependant, on pourra en parler par la suite. Donc, ce qui m'intéressera aujourd'hui, c'est une grande émotion, celle de la révolte de la Pataria au XIe siècle, envisagée sous l'expérience sensible donc, et collective. Ce qui me permet de m'inscrire dans cette enquête qui a mené ici. On est bien en amont de la constitution de la commune de Milan au milieu du XIe siècle, dans une grande ville très dynamique en termes économiques et sociaux, un carrefour dans la plaine padane déjà, où l'on voit depuis plusieurs décennies, à travers diverses tensions, la montée de la petite noblesse, mais aussi des classes moyennes urbaines, les bourgeois, les marchands, les monetiers, ainsi que des travailleurs urbains qui seront très visibles dans les décennies et siècles suivants. Alors, ce dynamisme social est fondamental comme arrière-plan de l'histoire que je vais raconter. Donc, le mouvement patarin, qui occupe la scène politique à Milan de 1056-57 à 75, est un mouvement religieux visant à promouvoir la réforme de l'Église, qui est devenu en fait une révolte assez longue contre le haut clergé dépravé de la ville. On est au tout début de la réforme grégorienne, donc qui reformule le rôle de l'Église dans la société médiévale et, ce faisant, reconfigure en quelque sorte la société dans un sens plus chrétien. À Milan, en fait, dans les années qui m'intéressent, cette lutte prend la forme d'une contestation de la moralité du clergé. Nicolaïsme et simonie, les deux grands mots d'ordre de la réforme grégorienne à l'époque, donc la vie conjugale du clergé et l'achat et vente des charges et sacrements, deux vices qui deviennent à ce moment-là considérés comme des hérésies. On est en 1056-57, à une époque où les clercs vivent justement maritalement depuis des décennies ou plus. Les charges et les biens faisaient partie du potlatch féodal, donc on les échangeait entre nobles. Bien que ce fût un mouvement religieux avant tout, la Pataria apparaît aussi comme la contestation contre le pouvoir de l'archevêque Guy de Velate, qui est le seigneur le plus puissant de la ville, le seigneur puissant de la ville, un grand feudataire de l'empereur germanique, étroitement lié à la noblesse féodale. Alors, ça commence, en fait, tout le mouvement commence par la prédication de deux clercs de la cathédrale, Ariald et Landolf, qui déclenche donc un mouvement populaire contre les clercs mariés, puis simoniaques. Peu à peu, les choses s'enveniment, le pape intervient à plusieurs reprises, les deux côtés recourent à la force, même si pas au même degré, et pendant les années du mouvement, les trois chefs du mouvement vont se faire trucider progressivement. Au bout de 5 ans, le premier, Landulf, ensuite surtout le grand chef de la Pataria, Ariald, qui devient martyr, mort en 1066, et à la fin du mouvement, aussi le dernier chef qui était un chevalier, non plus un clerc, Erlembald. Alors, le mouvement semble un échec à court terme, même si la réforme de l'Église triomphe avec Grégoire VII, et que d'autre part, la Patarie à la fois vit et ressurgit ailleurs et autrement. Alors, l'expérience qui nous intéresse apparaît dans les sources comme une grande émotion dans la ville. Une période intense de turbulence sociale, en tout cas, qui montre que certaines pistes vers l'institution du commun sont déjà en train de naître. Alors, les sources auxquelles je vais me référer, il y en a beaucoup plus que cela, mais je vais surtout mentionner les deux premiers, qui sont les deux grands récits de tendances opposées, si je peux dire,
Donc deux auteurs contemporains milanais, témoins des événements, et occasionnellement, je parlerai du troisième ou éventuellement d'autres sources. Une difficulté quand on cherche à déceler l'expérience sensible à des classes populaires, surtout avant la fin du Moyen-Âge, c'est le fait d'être réduit à travailler avec des sources écrites émanant des élites, et c'est particulièrement vrai pour le XIe siècle. Alors, pour donner un goût de ce qui se passait, je prends deux extraits de textes. André de Strumi, biographe d'Ariald, donc du martyr du mouvement patarin, écrit sa vie moins de 10 ans après la mort du chef. Donc, il décrit ainsi la période. « Si tu étais passé par la cité de Milan ces temps-ci, tu n'aurais entendu parler de rien d'autre que de cette lutte. D'un côté, ceux qui justifiaient la simonie, de l'autre, ceux qui la condamnaient fermement. Et il ne fallait pas s'étonner qu'une famille soit tout entière fidèle, une deuxième, au contraire, infidèle, et dans une troisième, la mère et le fils croyants, et le père et un autre fils mécréant. La cité entière était tenue et bouleversée par cette confusion et par cette lutte. » Alors, ce bout de texte nous donne une idée de l'ambiance pendant la période de 20 ans, qu'occupe la Pataria, et on y voit mise en scène donc des familles qui sont déchirées, donc c'est cette cellule de base de la société médiévale, par ce débat religieux. Landulf Senior, le chroniqueur de Milan, qui est farouchement opposé au mouvement et soutient jusqu'au bout Guy de Velate, donc cet archevêque noble et simoniaque, écrit peu après les faits, entre 1075 et 1085, et lui, il voit les choses un petit peu différemment. Alors, il dit « Tous nos concitoyens furent envoûtés par les Patarins, et comme une tempête marine terrible ou un fleuve en crue qui a l'habitude de tout envahir et de tuer beaucoup de gens imprévoyantes, parcourait la ville comme un ours qui aurait perdu ses petits, criant de façon abjecte comme les chiens affamés. Ils allaient de partout en dépouillant les maisons des prêtres, puis, avec la plus grande honte, les contraignaient à se séparer de leurs épouses, sans loi, sans droit et sans évêque, avec leurs épées et leurs bâtons, aimant non pas Dieu, mais l'argent. » Alors, à travers ces deux textes, ce qu'on voit, c'est un mouvement authentiquement religieux, c'est clair, une effervescence collective. Les gens sont opposés comme fidèles et infidèles, croyants et mécréants, des mots très très forts pour le XIe siècle. Je parlais d'émotion, donc ici l'émotion apparaît avant tout sociale, contrairement à notre perception contemporaine d'une émotion avant tout psychologique, très individuelle. C'est ici qu'il faut rappeler en fait la genèse de notre terme émotion. Le terme, bien sûr, n'existe pas encore ni en latin, ni en français ou en autre langue vulgaire au XIe siècle. Et si ce terme ne prend son sens actuel qu'à partir de la fin du XVIIIe, XIXe siècle, ça a été bien étudié, le terme français émotion émerge vers la fin du Moyen Âge avec le sens de, justement, révolte, insurrection, qui apparaît au-delà de divers récits, justement, de mouvements, de turbulences, en lien avec la pensée du corps social. On le rencontre en ce sens dès le XVe siècle. Et bien en amont, dans nos textes, par exemple, j'y reviendrai, il est précédé par le terme de commotion, commovere, un terme auquel Robert Fossier a consacré un petit article autour des idées du mouvement en commun, de l'émotion partagée qui fait mouvoir les petites gens. Les deux ont pour premier sens révolte, insurrection, donc, et c'est ça qui nous intéresse ici. Dans les deux textes qu'on vient de lire, l'émotion lie, ou plutôt délie la société. André de Strumi parle de lutte et de confusion, d'effervescence religieuse qui saisit la ville, et Landulf Senior, pour lui, les gens paraissent plutôt déchaînés, ils crient et ils voient plutôt, sinon la guerre civile, du moins vraiment une insurrection. On voit apparaître chez Landulf Senior quand même la dimension populaire, la foule, la multitude, la dimension émotive, et c'est ça, cette conjonction qui nous intéresse ici. Celle de l'émotion publique collective d'un côté et de la multitude, la foule, le peuple. Donc, c'est ce sur quoi je voudrais réfléchir ici avec vous. La construction de cette émotion, ses usages, sa signification dans les textes, mais aussi son rôle dans les événements. Et ceci, je vais essayer de le faire en 3 temps. Donc, d'abord, j'aimerais parler des textes patarins pour mieux saisir l'émotion telle qu'elle apparaît.
Et ensuite, on s'intéressera dans un petit parcours externe, en fait, aux sciences sociales contemporaines et la façon dont les historiens envisagent l'émotion collective, pour revenir à Milan avec une série d'autres questions concernant la mobilisation et la conscience collective. Donc, l'émotion collective dans les récits de la Pataria. Les deux textes qu'on vient de lire, on a vu, ils ont des tonalités très différentes, des visions contrastées de cette émotion collective. Pour l'auteur favorable au mouvement, c'est une émotion raisonnée. Pour celui qui lui est hostile, c'est plutôt une émotion violente et contraire à la raison. Alors, on va rester un petit peu avec Landulf Senior. Dans le livre 3 de sa chronique dédiée à ce sujet, il décrit le mouvement patarin d'une façon très imagée et variée, utilisant plus d'une centaine de termes et d'expressions qui désignent l'émotion et l'émotionnalité, dont je ne donne ici qu'une petite aperçu. Les termes qu'il utilise vont des noms d'émotions spécifiques à travers des verbes, des manifestations corporelles ou des effets d'émotion, jusqu'à des termes qui suggèrent l'irrationalité, l'absence de raison inclus. Ces émotions sont attribuées avant tout au chef de la Pataria, mais aussi aux participants constamment considérés comme la plèbe ou la populace, donc des termes assez péjoratifs. Pour Landulf, l'instigateur du mouvement est Anselme de Baggio, un ancien clerc de l'Église ambrosienne, devenu évêque de Lucques en 1056, avant d'accéder au siège pontifical en 1061. Lui, comme les futurs leaders de la Pataria, était fort probablement écarté du siège archiépiscopal en 1045 après la mort d'Aribert, lorsque la ville propose 4 noms à l'empereur Henri II, qui a préféré nommer un homme à lui, justement Guy de Velate. Pour Landulf Senior, c'est depuis ce jour que Anselme, ma mère, intrigue contre l'archevêque en secret. Et voilà que, dans son récit, je prends un exemple pour montrer un petit peu le style, il décrit Anselme qui apprend que l'archevêque a ordonné quelques nouveaux diacres. Alors il dit « Anselme était terriblement indigné, et comme un lion qui, bouillonnant de l'intérieur, est prêt à sauter sur sa proie, et comme l'ours qui rumine dans son antre, il proférait des mots inintelligibles. Pour cette raison, extrêmement ému d'une ardeur secrète, au visage pâle, livide de colère, aux lèvres tremblantes, il finit par dire « Certes, si tous les clercs et lévites de cette ville n'avaient pas des femmes, ils excelleraient en bonnes mœurs et en prédication. » Donc, ce qui le caractérise, ce sont colère, impatience, désir de vengeance, signes de jalousie et de haine, bref, l'ambition mondaine et des vices dans le système chrétien, des vertus et des vices qui étaient celui du monde où il écrit. Anselme, donc, qui est un clerc doué et bien éduqué, tout comme tous les participants du mouvement dans la citation précédente, se retrouve animalisé, naturalisé dans cette citation. Landulf Senior utilise une rhétorique de dégradation qui est très persuasive, comme il est la proie de ces émotions puissantes qui dictent ses actes. Anselme devient un animal plutôt qu'un homme. Alors, on trouvera la même chose quand il décrit les 2 clercs à la tête de la Pataria, Ariald et Landulf Cotta, qui sont consumés d'ambition. Landulf brûle de désir, de jalousie, Ariald est orgueilleux. On trouvera autant de citations du même type que ce qu'on vient de voir. Ils sont donc déterminés et portés, encore une fois, par l'hypocrisie, la jalousie, l'arrogance, des vices, donc, qui sont les moteurs de leur action. Alors, on voit bien, ils ne sont pas des acteurs conscients de l'histoire, ils sont comme agis par leur émotion. Leur capacité d'agir leur est ôtée et transférée en quelque sorte à cette émotion incarnée. Bien sûr, cette description très négative des chefs sert à remettre en cause le but même du mouvement, la sincérité du désir de réforme morale du clergé. Dans le récit de Landulf Senior, cette perception dégradante des chefs va de pair, bien sûr, avec celle de leurs fidèles. Donc, l'émotion collective ne surgit pas à ses yeux d'une réflexion
ou motivation consciente, mais d'une contagion émotionnelle au sens propre, qui renvoie comme à une maladie, une contagion qui va des chefs à leur audience dans un processus où la parole prêchée joue un rôle éminent. Le peuple est hypnotisé, fasciné dans la première citation par la prédication d'Arial de Landolf, et donc, naïf et ignorant, le peuple commun apparaît comme sous influence. Alors, les participants du mouvement ne sont pas conduits par une volonté politique ou aspiration religieuse, ils sont les victimes de cette contagion, privés de leur conscience historique, réduits à des éléments naturels déchaînés. Ce qui l'émeut, donc, c'est une passion vicieuse. Alors, tout ceci reflète évidemment la vision de l'auteur de la société et donc la condescendance vers le peuple. Vision de la société où c'est les grands hommes qui font l'histoire, mais aussi condescendance vers ce peuple, alors que lui, il apprécie l'origine la noblesse dont il vient, la noblesse de naissance. Alors, par contraste, évidemment, Landulf Senior décrit l'archevêque Guy comme un aristocrate calme et distant, un stratège mesuré, stable, qui ne fait que sourire avec dédain quand il apprend les événements. Donc, l'exact opposé de ses ennemis. Alors, voilà ce qu'est le mouvement pour Landulf Senior et ses semblables, une agitation fiévreuse. Le terme qui apparaît fréquemment, c'est commoveo, commotus, on a vu tout à l'heure, dont toutes les formes apparaissent plus de 27 fois dans le livre 3 de sa chronique, où il est parfois question d'être mu d'émotion, de colère, d'indignation, mais le terme décrit aussi le mouvement physique. La fréquence et les usages de ce terme donnent une bonne idée de l'atmosphère de mobilisation qu'il décrit, et c'est bien l'idée que renforce l'usage du terme Patalia, donc avec un L chez cet auteur. Ce terme, qui est ironique et condescendant, en principe, selon l'étymologie la plus probable, ça désignerait l'octeux, les pauvres, donc une manière encore de mépriser les participants, qui a donné donc le nom au mouvement, Pataria. Donc ce terme a fait déjà couler beaucoup d'encre. Mais dans cette chronique, et c'est très intéressant, il désigne clairement la mobilisation sociale, la perturbation de l'ordre public. Bref, l'essence de ce que ce mouvement de protestation signifie pour Landulf Senior. À l'inverse, les sources partisanes du mouvement, commandées de Strumi, n'utilisent jamais le terme, ils parlent, vous avez vu, de fidèles et infidèles ou encore d'impies. Donc, cette rhétorique dégradante utilisée par un homme d'élite vers un mouvement populaire, évidemment, n'est pas originale. Cette rhétorique, ces mécanismes sont topiques. On peut les retrouver de l'Antiquité à nos jours, et je me demande bien si on les retrouve en dehors de la civilisation occidentale, ainsi que donc dans les récits d'autres textes révoltes médiévales. Ça a été aussi souvent l'objet d'analyse en tant que tel, ce discours. Un des pionniers de l'histoire subalterne, Ranajit Guha, a consacré en fait une réflexion fondamentale à ce type de discours en traitant des révoltes en Inde sous l'Empire britannique, où il attire l'attention en fait aux distorsions de ce qu'il appelle les récits de la contre-insurrection, émanant de figures qui ne se détachent pas de leurs conditions socioculturelles lorsqu'ils donnent le récit des événements. C'est évidemment bien clair pour Landulf Senior, qui adopte ce ton passionné, polémique dans ce livre de sa chronique. Comme le dit justement Guha, il a du mal à envisager les acteurs de la révolte dans leur conscience et leur motivation senties et réfléchies, ce qui s'exprime par leur expérience. On reviendra sur ce point. Alors, pour peu qu'on s'intéresse aux émotions collectives, évidemment, on ne doit pas s'arrêter ici. Il faudra aller bien au-delà de la projection topique. Et c'est pour ça que je vous propose, dans un deuxième temps, une excursion donc dans l'histoire intellectuelle contemporaine et du côté des sciences sociales. Donc, l'émotion collective est un terme à la fois très utilisé en sciences sociales et en même temps un concept souvent utilisé mais relativement peu travaillé par les historiens, parfois écarté par méfiance. Alors, on peut se demander qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi cette attitude. Quand on se place dans la généalogie toute contemporaine de cette notion, il ne faut quand même pas oublier,
on en est parti, que les médiévaux décrivaient la chose. Ils en avaient le concept en attribuant aux foules la fureur, l'indignation, la liesse éventuellement. On l'a vu, le terme commotion, puis à la fin du Moyen-Âge, émotion, désigne justement cette émotion collective et politique. Dans la grande vague des travaux sur les émotions depuis 20 ou 30 ans, néanmoins, les réflexions contemporaines sur l'émotion collective, en histoire du moins, semblent parfois un petit peu en retard. Alors, pour preuve, par exemple, un très gros livre interdisciplinaire, Collective Emotions, Perspectives from Psychology, Philosophy and Sociology, édité en 2014 à Oxford, offre un grand nombre d'études variées sans vraiment questionner sa genèse et sans thématiser ses approches. Or, se pose à propos de la notion une série de questions. La question de la définition du concept et de sa distinction d'un côté des émotions individuelles et d'autre part des émotions partagées. Est-ce que l'émotion collective est plus ou autre chose qu'une émotion partagée pendant un moment donné? Y a-t-il, dans certains cas ou circonstances, une fusion émotionnelle dont tu parlais tout à l'heure entre les membres d'un groupe, de sorte que leur individualité se perde ou se transcende selon l'optique qu'on prend pour l'envisager? Dans quelle mesure elle joue un rôle de colle, si je peux dire, à des moments précis pour faire d'un amas de gens, il y a de la multitude, toute une foule, une collectivité, que ce soit pour un moment, une journée ou pour la durée. Ici, on a vu avant tout sa capacité à remettre en cause des communautés constituées, mais elle peut également en créer. Qu'est-ce qui fait cette force? Quel rapport entre émotion collective, conscience collective et identité collective? Comment ces différentes composantes aussi, corporelles, cognitives, proprement affectives ou passionnelles, si l'on veut, liées à un moment vécu, à l'expérience justement, interviennent dans les processus collectifs. Alors, avant de revenir à notre matière médiévale, qui ne se prête d'ailleurs pas très bien à répondre à toutes ces questions, essayons de réfléchir avec les théories contemporaines. Donc, la première chose à dire, c'est qu'il y a donc une certaine méfiance face à cette notion. Un auteur qui la pousse à son terme logique, c'est Stephen Connor, un historien anglais de la littérature, qui, dans un texte brillant et provocateur, prononcé à Londres à l'Institut consacré aux émotions à l'université Queen Mary, questionne l'existence même des émotions collectives il y a 2-3 ans. Il affirme qu'elles sont toujours attributives et jamais décrites par le groupe lui-même auquel elles sont assignées. Donc, selon lui, comme elles ne sont jamais décrites de l'intérieur, mais projetées sur un groupe, les émotions collectives sont un mythe. Pour Connor, l'émotion est essentiellement individuelle et selon sa définition, elle implique réflexivité et intentionnalité qui, dit-il, ne sont pas des attributs des communautés. Donc il balaye du revers de la main la notion même d'émotion collective. Alors, la difficulté majeure de sa position, c'est la vision des émotions qui est individuelle et psychologique, et que nous, en tant qu'historiens, on combat depuis des années, notamment parce que c'est une manière de projeter nos concepts culturellement ancrés sur d'autres cultures, alors que l'étude historique de l'affectivité montre au contraire que chaque culture a ses propres façons de conceptualiser le ressenti, le monde affectif. Par contre, le texte de Connor a l'avantage d'attirer l'attention sur quelque chose qui le rapproche des réflexions de Gouat, l'attitude topique d'assigner, attribuer, projeter les émotions sur un groupe. C'est ce que fait donc l'antipatarin Landulf Senior, attribuant des émotions à la foule des patarins. Souligner ce problème fondamental est un mérite majeur de son approche, mais on peut se demander s'il ne jette pas l'enfant avec l'eau du bain. Alors, on doit donc se poser la question d'où vient sa méfiance qu'il incarne, mais qu'il n'est pas le seul à avoir. Évidemment, cette méfiance a à voir avec la généalogie même et la fortune ambiguë de l'idée et du concept d'émotion collective. La généalogie qui se place bien sûr en partie dans la longue durée, cette association qu'on a vue comme une assignation topique qui est véhiculée depuis les Grecs jusqu'à nous, c'est en tant que topos, l'association de l'émotion collective et de la foule mérite une enquête historique en soi, ce que par ailleurs nous avons dans nos projets avec Damien Bocquet.
Mais la généalogie peut se faire très concrète sur un siècle et demi. Quand on parle d'émotion collective, les premières références venant à l'esprit, ce seraient certainement les noms de Gabriel Tarde ou de Gustave Le Bon, avec sa Psychologie des foules en 1895. Ce petit livre très conservateur a été très influent, puis très critiqué. Par exemple, Sigmund Freud l'utilise dans son deuxième essai de psychanalyse, La psychologie collective et l'analyse du moi, en 1921, où il tente d'expliquer le comportement du peuple à partir de la psychologie individuelle. Pour lui, irrationalité et émotivité de la foule se nourrissent de l'inconscient. Voilà, c'est ça. Et donc, pour Marthe Robert, chez Freud, le peuple est de plein pied avec le bas-fond de la psyché, qui met en péril les plus hautes valeurs de la conscience. Ces idées, ceci dit, ont inspiré beaucoup de monde tout au long du XXe siècle, jusqu'à ce gros livre du sociologue Serge Moscovici, L'âge des foules, en 1981. Pour Le Bon, à la fin du XIXe siècle, on est au début de l'âge des foules, un peuple-foule qui caractérise dans les termes dignes de Landulph Senior comme un monstre collectif, une horde de barbares, un sujet collectif manipulable, émotionnel, irrationnel, avec un vocabulaire de psychopathologie collective. Or, le livre de Le Bon était le fruit de son temps, celui de l'avènement des masses sur la scène politique. C'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle que la classe ouvrière se forme comme force politique à travers le syndicalisme et les grèves, les classes laborieuses et dangereuses, pour reprendre le titre de l'ouvrage classique de Louis Chevalier, paru en 1958, qui devient à ce moment-là comme un interlocuteur politique incontournable des classes dirigeantes, des élites bourgeoises ou nobiliaires. La question de la naissance d'une psychologie des foules a été bien historicisée dès les années 1970, d'abord par un historien américain, Robert Enoy, mais surtout en 1981 dans un livre excellent de Susanna Burroughs, Miroir déformant, réflexion sur la foule en France à la fin du XIXe siècle, qui était traduite en français en 1990. Ce livre s'intéresse aux conditions sociopolitiques sous la Troisième République qui ont fait naître les peurs auxquelles Le Bon ou Tarde donne voix. Elle montre en particulier comment Le Bon ou Tarde recyclaient directement dans leur théorie les narrations littéraires des grandes figures de la littérature française du XIXe siècle, Balzac, Zola, mais aussi Michelet, ainsi que les idées, au style bien sûr, d'Hippolyte Taine sur la Révolution française, ou encore du criminologue italien Scipio Sigele, que Le Bon copie. Comme Burroughs le souligne dans son livre, la vision de la foule de ces théoriciens a été formée par la peur qu'ils nourrissaient face à l'activation politique de la classe ouvrière à la Belle Époque. 10 ans après Burroughs, c'est un sociologue américain, Clark McPhail, qui étudie dans un ouvrage intitulé The Myth of the Madding Crowd, le mythe des foules en aval de Le Bon. En aval, donc, en étudiant la sociologie anglophone du XXe siècle, pour mettre en cause la méthodologie de ses collègues fondée sur des vieilles idées perpétuées par des théoriciens de tour d'ivoire plutôt que sur l'observation. Dans ce mythe, évidemment, qui joint l'imaginaire des classes laborieuses et dangereuses avec l'idée de l'émotion collective, irrationnelle et déchaînée pour faire une pathologie sociale, c'est ça qui a nourri la méfiance face à la notion d'émotion collective, fort probablement jusqu'à aujourd'hui. Or, si l'ouvrage de Le Bon peut nous paraître aujourd'hui la caricature d'un temps qui regrettait la fin du règne pluriséculaire des élites distinguées, il participe aussi de l'avènement d'une série de questions au fondement même des sciences sociales, au questionnement au sujet de la conscience collective, des ferveurs, des effervescences collectives en termes d'expérience, de la formation des identités collectives, ces questions qui nous agitent nous-mêmes ici. Donc, dans ce moment de la fin du XIXe siècle, début du XXe, on peut distinguer trois grandes tendances à peu près contemporaines en France concernant la réflexion sur cette idée, notion nébuleuse d'émotion collective. Alors, il y avait l'émotion collective donc, comme pathologie sociale liée au bas peuple, où en fait le registre de l'émotion, ça relève de la pathologie, la société est un organisme malade et les foules déchaînées sont des agents pathogènes, c'est ce qu'on vient de voir.
Par ailleurs, l'émotion collective apparaît pour d'autres comme une effervescence. C'est la notion utilisée par Durkheim, enthousiasme collectif, exaltation dans un registre religieux. On n'est pas dans la pathologie, mais on est toujours dans l'irrationalité, dans une dichotomie raison-émotion, très nette aussi chez Durkheim comme plus tard chez Weber. C'est le registre, en fait, en quelque sorte, de l'énergie électrique, de l'énergie créatrice, et qui a été perpétué dans la réflexion sur la notion de religieux, le concept de religieux jusqu'à il y a peu. Troisième tendance, un emploi peut-être plus distancié et profane qui vient sans doute de l'influence de la psychologie scientifique de la fin du 19e, qui articule les émotions collectives et les représentations collectives comme fondement des croyances et qu'on retrouvera chez Mauss et autour de lui. Ces trois registres traduisent assez bien la polysémie et les enjeux épistémologiques de l'expression qui oscillent jusqu'à nos jours entre psychologie, sociologie, anthropologie et qui font apparaître la notion d'émotion collective à la fois comme un outil neutre, mais aussi comme un concept problématique. Or, ces concepts et tendances n'ont jamais été véritablement historicisés. Il y a tout un travail d'histoire des concepts qui reste à faire et qu'on est en train de faire avec, encore une fois, Damien Bocquet. À l'issue de ces réflexions, on comprend un petit peu mieux pourquoi Connor, comme beaucoup, se méfie face à l'usage de termes de l'émotion collective, mais on peut dire qu'on peut opter pour un usage sobre de la notion. Ainsi, Mikko Salmela, ce philosophe finlandais qui est l'éditeur du gros livre dont j'ai parlé tout à l'heure, discute dans ce sens, dans un article encore à paraître, les différentes théories actuelles sur la question pour proposer ce qui est sa théorie propre et qu'on peut qualifier de mixte et de modéré. Selon lui, la théorie idéale des émotions collectives devrait intégrer en gros trois choses. Les fondements normatifs des émotions collectives qui apparaissent dans les préoccupations communes des membres du groupe. Deuxièmement, les interconnexions entre les émotions, soit en une synchronisation des réponses émotionnelles lors des expériences collectives d'émotions, qui peut aller jusqu'à ce qu'il appelle l'intégration émotionnelle. Enfin, troisièmement, le sentiment de communauté, d'appartenance commune, du vécu des émotions comme les nôtres, donc l'idée de la conscience collective. Bien sûr, aucune théorie contemporaine ne peut nous aider pour analyser directement nos sources, mais on peut garder à l'esprit sa proposition qui a le mérite d'intégrer le vécu intérieur du groupe avec sa perception extérieure de ce qui peut être vu alors comme fusion émotionnelle. Pour cette dernière notion, j'aimerais aussi mentionner le nom de Sophie Vanish, qui travaille en fait sur l'idée d'émotion en fusion. Historienne de la Révolution française, et particulièrement de l'émotion du peuple pendant la Révolution, elle parle bel et bien d'émotion collective et elle la conçoit de telle sorte que, vu de l'intérieur du groupe en fusion, de la foule émue, le sujet individuel et le sujet collectif, pour elle, coexistent, bien que la réaction à ce qui arrive, donc la réaction émotionnelle, soit vécue collectivement. Au lieu de supprimer le sujet émotionnel, sa façon d'envisager le phénomène vise à le conserver. Et en utilisant Sartre, justement, elle y voit une expression de la liberté. Pour elle, c'est le mode même de l'action du peuple. Alors, avec cette émotion collective, on est très très loin de cette idée d'émotion manipulée de l'extérieur par un meneur à la façon de Le Bon. Alors, avant de revenir à ma matière milanaise, je voudrais juste revenir un petit peu à la façon dont nous on travaille en tant qu'historiens, une précaution méthodologique. Si nous ne voulons pas projeter ces catégories comme d'autres sur le passé, il faut se comporter en anthropologue. Donc, pour ce faire, en fait, pour l'étude des émotions médiévales d'ailleurs, la distinction utilisée par les ethnologues et les anthropologues entre émique et éthique peut être très utile. On appelle une description ou observation émique lorsqu'elle est faite de l'intérieur d'un groupe social, autrement dit du point de vue de l'objet étudié, et éthique lorsqu'elle est faite de l'extérieur, du point de vue de l'observateur.
La distinction est précieuse car elle attire l'attention, encore une fois, à la position de l'observateur que nous sommes obligatoirement, par laquelle il est nécessaire de faire le détour pour mieux saisir les caractères de la description émique. Et encore faut-il être conscient qu'à l'intérieur de la société milanaise, par exemple, Landulf Senior se pose en observateur éthique. Alors, en historien, je pense que nous avons plus de chances de comprendre les cultures affectives étrangères dans un mode émique, autrement dit, en tentant de penser et comprendre avec les mots et les notions de nos autochtones qui sont ancrés dans leur anthropologie et cosmologie propre. Concrètement, si eux parlent de quelque chose que nous pouvons rapprocher de notre émotion collective, ce qui est le cas ici, nous devons considérer avant tout la façon dont ils comprenaient la chose eux-mêmes, dans quelle mesure le phénomène qu'ils décrivaient apparaît significatif dans leur monde. Alors, fort de ces considérations, j'aimerais donc retourner maintenant vers le monde milanais. Il faut se demander donc comment comprendre et que faire de l'émotion collective des Patarins. Qu'est-ce qu'il en reste au-delà du discours de la contre-insurrection et du mythe de la foule déchaînée? Autrement dit, comment rendre à la population de Milan, participant aux luttes patarines, sa capacité d'action, sa agentivité, comme on l'appelle ces temps-ci? Peut-on voir son autonomie se manifester dans ces presque 20 années de conflit avec l'archevêque? Alors, c'est avec ces questions-là que donc je reviens à mes sources. Alors, à l'origine de la mobilisation, on l'a déjà dit, la parole publique, la prédication des Patarins, les sermons ont joué un rôle majeur dans la génération des émotions et donc des événements. La turbulence commence en réponse à la prédication des deux jeunes clercs, Ariald et Landulf Cotta, des hommes très éduqués et d'excellents rhéteurs. Bien formés en rhétorique, une des disciplines du trivium à la base de l'enseignement médiéval, ils connaissaient bien les règles de la prédication médiévale. Ainsi, pour enseigner, docere, transmettre des doctrines de façon efficace, les paroles du prédicateur devaient mouvoir et émouvoir le public, movere. Ce verbe signifie mouvoir l'âme ici, renvoyant au terme le plus fréquent en fait au Moyen-Âge pour parler d'émotion, motus animae, ou motus animae, mouvement de l'âme. La prédication était, il faut le souligner, quotidienne au début du mouvement. Et différentes sources résument le premier sermon, fort probablement d'Ariald. Il apparaît que movere et commovere y apparaissent même comme les intentions premières de son discours. Ariald commence par parler à son public avant tout laïque, en les adressant comme carissimi, dilectissimi, des termes qui fondent que les laïcs sont élevés et chéris comme des frères, mais aussi qui renvoient à la communauté apostolique des premiers temps, une communauté horizontale de foi et de pureté, une confraternité qu'Ariald vise à restaurer avec l'aide des laïcs. L'auditoire était dès lors invité à prendre parti, à participer à la réforme. Ariald les implique dans un dialogue leur demandant de montrer les signes de leur dévotion, de leur ferveur, et les termes sont ceux de la foi, du langage religieux qui ressortent, tout en les prévenant du danger de suivre des guides aveugles, les prêtres pécheurs qui les amènent à la perdition, puisque, comme il dit, leurs sacrements sont comme du fumier et leurs églises des étables de jugement. Cette image très forte renvoie à l'idée de la validité des sacrements, à l'idée que la validité des sacrements dépendait de la pureté ou qualité du desservant, une idée qui est très importante à cette phase précoce de la réforme, dans la mesure où elle joue justement un rôle majeur dans l'implication des populations laïques soucieuses de leur propre salut. Bref, la prédication dote le public laïque d'une capacité d'agir collective étroitement liée à l'émotion réveillée par les idées et la rhétorique du prédicateur. Cette prédication était, d'après toutes les sources, très efficace. Landulf Senior et André de Strumi, qui ne s'influençaient aucunement, utilisent la même image. Le peuple est akenzus, enflammé par ce qu'ils ont entendu. Une fois que le feu de la ferveur est allumé, le terme est parfois zélum, qui est un terme qui est lié à la colère de Dieu. La mobilisation se répand et de plus en plus de gens répondent à l'appel.
Pour Landulf senior, le mouvement même est un feu incontrôlé qui, une fois allumé, va consumer tout. Mais il faut noter que donc, André de Stromy utilise la même image de feu pour décrire l'intensité du mouvement, comme s'il s'agissait d'un feu purificateur bénéfique pour l'Église et la ville de Milan. Alors, il faut se demander si l'émotion collective du mouvement fonctionne en effet sur le mode de Le Bon, où le peuple obéira à son meneur. Pour y répondre, voyons ce que l'on sait concrètement sur ce qui se passait en deçà et au-delà des prêches et des scènes de type varié de confrontation, qui vont de ce qu'on a vu avec le texte de Landulf au début, chasser des prêtres nicolaïtes de leur chair, de les séparer de leurs épouses, à déposer des nouveaux abbés élus par Simonie ou contester à un moment donné l'élection d'un nouvel archevêque, encore une fois simoniaque, mais aussi, ça va aussi à la protection physique des chefs du mouvement. Donc, voyons un petit peu qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc, revenons un instant à la composition du mouvement. Si le cœur du mouvement est composé de quelques clercs voulant moderniser l'Église, l'essentiel des foules patarins est décrit comme populus multitudo cives, les concitoyens donc de Milan, les cives, ou encore par les termes péjoratifs essentiellement chez Landulf ou Arnulf, le vulgus, plebs ou encore rustici, composant une troupe innombrable d'hommes et de femmes sans distinction de catégorie sociale. Ces termes soulignent en tout cas la participation de la ville de façon générale et aussi la participation du petit peuple, même si on sait que la participation de quelques personnages aisés était fondamentale en termes matériels pour le mouvement. Or, les laïcs agissent parfois de façon indépendante, notamment en entrant chez les clercs pour les séparer de leurs femmes ou encore en protégeant donc les chefs. Alors, il faut savoir qu'ils n'ont jamais tué personne, contrairement à leurs adversaires. Puis, les petites gens interviennent aussi par la peur qu'ils suscitent. Selon, par exemple, les légats romains, pendant l'hiver 1059-60, c'est l'action vigoureuse en fait des gens qui a poussé l'archevêque et le clergé à se repentir. On retrouve donc le lien entre la peur provoquée par le peuple et le mépris pour lui. Mais il faut surtout rappeler que le lien entre mouvement et émotion dans le langage et l'esprit de l'époque était très importante. Le petit peuple en action incarne pour les auteurs la mobilité, une notion très suspecte aux yeux des élites des sociétés prémodernes. En effet, cette culture chrétienne idéalise l'ordre social et cosmique créé par Dieu, incarné par les trois ordres, tels que décrits par Grégoire le Grand. Et la nouveauté et le changement étaient dangereux. Or, la Pataria était un catalyseur de changements sociaux qui se préparait depuis plusieurs décennies à Milan. Aux yeux des adeptes de la tradition, le mouvement représentait un danger à l'ordre social d'origine divine, alors que pour les Patarins, au contraire, le changement qu'ils désiraient visait à restaurer l'ordre divin, perverti par le vice de l'hérésie. Ariald fait explicitement référence aux trois ordres dans son deuxième sermon. Alors, je cite, « En effet, il y a trois ordres dans la Sainte Église, un composé de prêcheurs, un de continents et le troisième de mariés. Le premier doit en effet prêcher ardemment contre l'hérésie simoniaque. Quant à eux, les continents doivent prier continuellement, et vous qui êtes mariés et vivez de la labeur de vos mains, devez vous appliquer sans relâche à l'œuvre des aumônes pour que le Dieu Tout-Puissant enlève et détruise complètement cette hérésie dans l'Église. » Alors, dans ces paroles, toute l'œuvre des trois ordres doit comme converger pour la lutte contre l'hérésie dans l'Église. Alors ici, il faut souligner avec Patrick Henriet que l'ecclésiologie d'Ariald offre un rôle prééminent aux prédicateurs dans cette lutte contre l'hérésie, en définissant par là une nouvelle légitimité pour tout le mouvement, en quelque sorte, composé des membres des deux ordres actifs, les clercs prêcheurs et les laïcs travailleurs. Cette espèce d'ecclésiologie sociologique qui vise à restaurer la pureté de l'Église-société est tout aussi révolutionnaire qu'elle est flexible. Status et ordo, traditionnellement émanant de la volonté divine, sont ici fondés sur le comportement juste.
La mission qu'Ariald confère aux trois ordres, une capacité d'agir extraordinaire au peuple laïque au sein de l'Église et de la société, est évidemment subversive aux yeux des partisans de la tradition. C'est ainsi que, pour finir, je voudrais soutenir, dans ce qui suit, que la Pataria, c'est en quelque sorte une communauté d'action fondée en émotion. Non pas une émotion irrationnelle, mais une émotion raisonnée. Une communauté d'expériences sensibles, fondamentale pour les participants, même si cette communauté fondée sur la mobilité nouvelle, fragile, s'effrite très vite. Ariald et son compagnon Landulf, pour solidifier la mobilisation et l'engagement des participants, proposaient un geste fondamental, le serment collectif, conjuratio, ce qui, pour Landulf senior, était synonyme de perturbation, de patalia, dans le petit texte que j'ai mis ici, le terme qui, donc, la perturbation que le terme patalia définissait comme par essence. Il faut concevoir que pendant la patalia, pendant les 20 ans, il n'y a pas eu mais une multiplicité de conjurations de serments pendant toutes les années de la patarie. Au début du mouvement, donc Landulf décrit, sous le couvert de la nuit, un serment d'Abaggio, Ariald et Landulf, c'est lié par une conjuration. Ensuite, différents textes affirment qu'un serment a été proposé ou imposé, selon les orientations, par les deux clercs, au clerc de la cathédrale, en lien direct avec un texte, un édit pour servir la chasteté, en fait un texte dont on sait qu'il provient des canons d'un concile tenu à Pavie en 1022 contre justement déjà nicolaïsme et simonie. Ailleurs, on apprend que les deux clercs, eux-mêmes liés par serment, donc proposent de multiples fois à jurer aux clercs ou encore à la multitude laïque. Bref, certains clercs et beaucoup de laïcs ont certainement juré de refuser les sacrements de la main des clercs mariés et l'ont réitéré ce serment à divers moments. Et on voit aussi, par exemple, au moment de la légation pontificale, les clercs de la cathédrale, donc sous la peur, je viens de le dire, jurent de renoncer à leurs pratiques hérétiques, ce qu'ils ne vont évidemment pas faire. Or, prêter serment, comme vous le savez, est une chose fort sérieuse, c'est tout sauf un geste irraisonné, spontané, c'est un rituel composé de paroles et de gestes aux conséquences légales et spirituelles majeures. Dans une société du XIe siècle à la littératie restreinte, le serment prêté devant Dieu impliquait toute la personne dans un engagement total et inconditionnel. Les serments collectifs, une coutume d'origine germanique, était dans le monde féodal un geste fondamental créant à la fois des relations verticales de dépendance et horizontales d'amitié et de familiarité entre semblables. Il cimentait les cours féodales en les protégeant de tous ceux placés hors de ce cercle aux liens forts de solidarité. Par ailleurs, peu avant le mouvement patarin, prêter un serment collectif est devenu une pratique fréquente pendant les assemblées de paix et de trêve organisées par les évêques pour limiter les guerres féodales endémiques. À partir de la deuxième moitié du XIe siècle, enfin, on verra des serments collectifs se répandre pour impliquer les habitants des cités dans la mise sur pied des communes contre les seigneurs féodaux, un peu comme à Milan, contre l'archevêque Guy, devenu un cible majeur du mouvement, alors qu'il est le pouvoir principal de la cité. Alors qu'il se peut qu'à Milan, il y a déjà eu un serment collectif unissant la population autour de 1040 pour défendre la ville de l'attaque de l'empereur, les serments publics des Patarins établissent clairement une communauté horizontale nouvelle qui transcende les frontières sociales et qui surgit contre l'archevêque tout en proclamant une nouvelle légitimité. On comprend que ce serment collectif, horizontal, au sens weberien, comme l'a désigné ici même Florence Soulac l'année dernière, devient un geste puissant, un outil fondamental dans le contexte du mouvement patarin, un instrument qui unit les participants à une action en les investissant d'une mission sociale nouvelle, la lutte contre la corruption de l'hérésie, et donc d'une légitimité fondée sur cette parole jurée. Prêté à Dieu, devant les autres chrétiens, le serment scellait une relation spirituelle pleine de sens entre les participants, quelque chose de sacré qui venait remplacer le sacré pollué par l'inconduite cléricale. Le serment incarne et vise à stabiliser
par ce geste sacré, l'émotion collective qui y mène. Cette dimension sacrée du serment, bien connue et ressentie par les gens de l'époque, est essentielle pour notre compréhension de la Bataria et explique pourquoi l'émotion collective et la conjuration qui lui est liée apparaissent aussi menacées pour l'Andouf Senior. Il renverse l'ordre ancien hiérarchique et vertical et inaugure un nouvel ordre horizontal basé sur la participation volontaire. Dans cette transformation de l'ordre, émotion et serment collectif donc sont coessentiels à la création de cette nouvelle légitimité qui est à la fois religieuse et politique dans l'intervention de la vie publique. Le serment crée un momentum politique, une révolution, peut-être un précédent à la communauté qui constituera un jour la commune. Si jamais on aurait douté de l'engagement religieux contenu dans ce serment, c'est le moment de rappeler le terme utilisé par les textes pro-patarins pour désigner les partisans de la réforme, fidèles, fideles, fidèles à Dieu et à sa cause, à la communauté créée par le serment, un nouveau cercle protecteur horizontal capable de défier tous les ennemis, qui réitère alors la communauté pure des fidèles des origines. Cette appellation qui fait des Patarins les seuls vrais fidèles de la foi catholique droite, orthodoxe, les oppose aux infideles, infideles, increduli, infidèles, un terme qui désignera dans le contexte de la croisade bientôt les musulmans comme les infidèles par excellence. Un tel engagement aux côtés d'Ariald a donné naissance donc à une nouvelle communauté d'appartenance dans la cité, communauté dans le sens religieux, politique et affectif, ce parti du changement. Cette communauté qui était en effet soudée par des émotions, des expériences sensibles et des préoccupations communes, pour revenir à la définition de Salmela, en même temps que par la dimension sacrée de la parole jurée, vue par beaucoup d'entre eux comme la parole divine, celle autour de laquelle donc étaient unies ces premières communautés chrétiennes du monde d'antan. C'est bien cette nouvelle dimension sacrée, en fait, qui légitime l'action même violente aux yeux de beaucoup de gens d'extraction humble, en face du premier ordre de la société des clercs, qui sont hiérarchiquement supérieurs à eux. En effet, Ariald et Landorf n'ont pas hésité donc à expulser des clercs de leur chair, et les laïcs, on l'a vu, donc ils faisaient des actions eux-mêmes dans les maisons des clercs mariés. Donc, pour en finir en fait avec la question du serment pendant la Bataria, je voudrais donner un autre exemple de serment pour permettre d'en comprendre toute l'importance à la fois en termes de flexibilité et de mobilité. En 1071, donc on est 5 années après la mort d'Ariald, à un moment où, sous la direction du chevalier Erlembad, la Bataria est très puissante dans la ville. À ce moment-là, un serment est prêté au témoignage des deux chroniqueurs, Landulf Senior et Arnulf, par divers Milanais des deux bords, patarins et antipatarins, pour élire un archevêque digne sans la simonie. Ce geste intervient après que l'empereur Henri IV a essayé d'imposer, en fait, qui n'est pas encore empereur, bon, il est déjà là, a essayé d'imposer un nouvel archevêque par la simonie. Le pacte ne dure pas longtemps car Erlembad, à son tour, impose son candidat, ce qui en mécontente beaucoup. Mais l'usage du geste montre que l'idée est en train de faire son chemin. L'association volontaire pour des citoyens pour une cause peut prendre une forme volontaire et jurée. Et si l'on quitte maintenant cette expérience civique, le mouvement n'apportait pas évidemment que de la dissension. Il y a une autre forme de fondation du commun, si je peux dire, qui est apportée par le mouvement patarin. Pour les clercs, Ariald avait fondé probablement 2 petites communautés de clercs vivant une vie commune ensemble. La première, très connue, la Canonica, autour d'une église dédiée à la Vierge Marie à Milan, mais aussi près de son lieu de naissance, sur ses propres terres à Cucciago, auprès d'une église qu'il a fondée, dédiée à Sainte Prothèse et Saint Gervais, une autre communauté canonique dont on a des traces à la fin du XIe siècle dans les textes. Une idée donc qui était dans l'air du temps, qui avait peut-être déjà été initiée à Milan, sans beaucoup de succès, une innovation positive et significative en accord avec les demandes spirituelles d'une partie grandissante des laïcs et du parti réformateur de l'Église.
Et donc, du point de vue qui nous intéresse, une forme modeste d'institution du commun, mais qui pouvait devenir relativement durable. Contrairement à cette forme toujours en mouvement proposée aux laïcs et appropriée par les laïcs, qui était la forme du mouvement assermenté, si je peux dire. Voilà. Merci.